En 1943, la Universal produit un second Fantôme de l'Opéra, une nouvelle adaptation de Arthur Loughin, motivée par la panique. Donc que se passe-t-il entre 1925 et 1943? On découvre la couleur. Entre-temps, on découvre le son, déjà. Exactement. Et puis la couleur. On va pouvoir faire un film d'opéra avec de l'opéra dedans. C'était quand même ce qui manquait dans le film de Loughin, c'est que il y avait les danseuses un peu, mais sinon... Premier film de monstre en couleur de la Universal, avec une facture plastique superbe. Un film très belle couleur, flamboyant. Tout ce qu'on associe au Technicolor habituellement est là dans le film. Une adaptation fidèle dans l'esprit tout de même. Voilà, c'est-à-dire très peu fidèle à la lettre du roman. Ne sont gardés réellement que les trois personnages principaux. S'ajoute un quatrième personnage. Anatole, le baryton Anatole, qui est une invention des scénaristes. Il y a non plus un triangle amoureux, mais un carré amoureux, avec 4 personnages. Il y a Christine et trois hommes qui la convoitent. C'est aussi le film qui inaugure encore un élément d'une appropriation strictement cinématographique par rapport au roman, c'est la demi-défiguration du fantôme. C'est le contraire en fait de ce que dit Leroux. Leroux invente un personnage né monstrueux qui va, de sa monstruosité, construire une individualité très forte, jusqu'au point de de bâtir des palais, d'écrire des sonates, de projeter sa voix où qu'il le souhaite. Enfin, il y a quelque chose de très puissant chez ce personnage, et le cinéma en fait une créature déchue, c'est-à-dire diminuée. Jamais d'ambiguïté chez Christine, ou dans ce qu'on nous présente de Christine, dans le regard qu'elle porte sur le fantôme. Dans le meilleur des cas, elle a pitié de lui, pauvre Eric. Quand je regarde des films qui ont un certain âge, et que je sens destinés à un public particulier, alors là en l'occurrence un public féminin, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de comment des femmes, qui sont de toute évidence le public de ce film, reçoivent le personnage de Christine. C'est là que ce film a vieilli réellement. Enfin, voilà. C'est là que certains films vont pouvoir tenir le temps, parce que quelque chose s'affirme parfois complètement malgré son auteur, malgré ses comédiens, etc. Bon, c'est pas le cas de ce film qui reste coincé dans, on va dire, les contraintes, les mœurs des années 40. J'aime beaucoup le début. Donc on entre dans l'opéra avec une représentation en train de se jouer. Voilà. C'est un plan assez long, il y a des mouvements de grue, c'est assez complexe comparé à ce qu'on va voir dans le reste du film. Et donc on va suivre le personnage de Raoul en fait, qui va rentrer. Donc la caméra dans l'opéra, elle recule sur une grue. Elle va fixer le lustre, c'est assez marrant parce que quand on sait ce qui va se passer, on se dit à la fois il y a la production value, on nous montre, on avait un beau, et puis aussi on prépare l'idée que le lustre peut potentiellement tomber. Ça tarde pas, on descend, on va suivre Raoul, et c'est le parcours de Raoul dans le théâtre qui va nous présenter le drame en fait. Et j'aime beaucoup ça, le fait qu'un personnage visite les lieux où l'action va se jouer. Et on voit tout de suite que Raoul, en fait, va où il veut dans le théâtre. C'est-à-dire qu'il descend et il passe en coulisses tout de suite, pendant la représentation. Et même pendant la représentation, il va capter le regard de Christine au point de l'empêcher d'aller sur scène. C'est-à-dire qu'elle va préférer le rejoindre en coulisses alors qu'elle est appelée pour un rappel sur scène où elle doit rechanter, moment pour elle... Tout de même, moment où elle va chanter sur scène, un moment qui est sa raison d'être à l'opéra. Donc Raoul a ce pouvoir sur elle, déjà on nous dit, de la faire quitter déjà ce à quoi elle se voue, donc ce dilemme entre vie mariée ordinaire et vie de passion de chanteuse est déjà posé. Elle va le rejoindre en coulisses, et ça lui coûtera, car tout le monde va remarquer qu'elle est absente. Elle va rejoindre Raoul, et à ce moment-là, ce regard est capté par un troisième personnage, cette petite scène, qui est Anatole. Voilà, le baryton, qui nous est d'emblée présenté d'ailleurs dès ce moment-là comme, on va dire, un chaperon
Par ce regard qu'il a sur Christine, puis sur le couple Christine et Raoul en coulisses. Et simplement par cet échange de regards, le rapport, tout le drame est posé. Et tu parlais de Phantom of the Paradise, je trouve que c'est exactement ce que va déplier le film de Palma. C'est comment le regard circule entre ces personnages. Exit tout un tas de personnages secondaires, exit le persan, ce personnage qui est peut-être pas complètement secondaire, qui est vraiment un des personnages principaux du roman, qui était très présent dans la version de Julian, qui est le Van Helsing un peu de Raoul. Celui qui a côtoyé le monstre. Qui a côtoyé le monstre et qui va l'aider à le vaincre, même s'il n'y arrive pas, mais il est là théoriquement pour l'aider à le vaincre, et surtout à le protéger. Qui fournit un chapitre explicatif. Alors, on est vraiment dans le feuilleton. C'est clair qu'avec le Lubin, on n'est plus là-dedans, parce que là, cette fois-ci, il y a un drame, par contre, qui, alors s'il ne respecte pas du tout la lettre du roman, va, dans son traitement, probablement plus en respecter l'esprit que le film de Julian. J'entends par là on peut supposer qu'il y a quand même un certain second degré, une certaine distance un peu amusée de Lubin quant à l'histoire qu'il raconte. Donc les intermèdes comiques dans le film de Lubin sont fournis par Raoul et Anatole le baryton, qui sont les deux prétendants de Christine, et donc dont la rivalité est traitée sur un mode comique. Extrêmement fin, ils se bousculent en voulant rentrer ensemble dans une porte, ils se cèdent le passage l'un à l'autre, rebelotent, ils se rentrent dedans, voilà. Alors, moi je sais que le film était prévu au départ pour Abbott et Costello, le duo comique. Voilà. Donc est-ce que ce traitement reste d'une version du scénario précédente, à l'époque où ça devait être peut-être des personnages encore plus mis en avant? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est l'alternance entre les moments chantés, la vie de l'opéra, les intermèdes, horrifiques c'est un grand mot, mais... parce qu'on est quand même dans un film très les intermèdes avec le fantôme, les passages comiques, ça génère une espèce d'alternance rythmique et puis et de sensibilité qui correspond assez au bouquin. Oui, tout à fait. Avec cette petite virgule comique des deux prétendants qui partent bras dessus bras dessous, qui décident d'aller dîner au restaurant ensemble, parce que Christine ne veut pas se joindre à eux, ils y vont tous les deux. Donc peut-être qu'on voit... Alors là, c'est clairement pas l'intention de Lubin, mais on voit comment quelque chose comme le Code Hays, qui a énormément pesé sur ce qu'on pensait être en droit de faire, génère quelque chose peut-être de finalement plus ambigu et c'est là où c'est relativement en tout cas plus drôle. Comme d'ailleurs, finalement, quand même, cette histoire tout de même amoureuse entre Claude Reims et entre le fantôme et Christine, qui finit quand même à un moment, même si au départ on veut passer ça sur du filial, etc., par devenir quand même quelque chose d'un peu ambigu, voire quasi d'incestueux, même si c'est très léger. Tu dis ça à cause de la différence d'âge des personnages? Oui, et puis parce qu'on nous a bien fait comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose de filial entre eux, à travers cette la cantine provençale. Le film de Julian, comme le film de Lubin, clairement énonce, dans le premier cas chez Julian, que le fantôme est un évadé, criminel, tout à fait, et dans le film de Lubin, un fou, et dans rendu fou par le refus de Pleyel de recevoir sa sonate. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans le livre, puisque dans le bouquin il est présenté plutôt comme un génie, en fait, comme un personnage génial, capable de bâtir des palais, il a participé à la construction de l'opéra, c'est quelqu'un qui est valorisé au-delà de son immoralité. En tout cas, cette histoire que le fantôme de l'opéra, ou ce fantôme musicien, est devenu fantôme parce qu'il a été volé de sa musique et qu'il est fantôme du fait d'un autre, du fait d'un tiers. Oui, on le rend fantôme. On le rend fantôme. Et que généralement, on le rend fantôme, ça va être, je pense, assez vrai d'autres versions. C'est-à-dire qu'on voit, nous, en tant que spectateurs, le moment de la défiguration. Ce qui rend ce personnage beaucoup plus pathétique que ne l'est le fantôme du film de Julian. Là, on est vraiment dans un personnage dans lequel, en plus, le comédien Claude Reims, c'est quand même formidable, il fait une espèce de présence physique qui vraiment nous aide à être dans cette empathie, dans ce figure peut-être plus paternelle que amoureuse. On
peut peut-être dire rapidement qu'on est en plein dans le Code Haze à ce moment-là. Ah oui, et que c'est peut-être un peu plus commode du point de vue de ce qu'on se donne le droit de faire, de faire du fantôme le père de Christine plutôt que son amant. D'où l'insistance peut-être dans les dialogues aussi sur son âge. Voilà. Il y a une hiérarchie des générations qui replace bien Raoul comme prétendant légitime, et puis aussi Anatole, et qui remet dans une relation plus platonique. D'une certaine manière, le duel amoureux était quand même ramené au duel, cette fois-ci non plus du fantôme et de Raoul, mais de Raoul et ce nouveau personnage d'Anatole. C'est ça. Et bien, on met bien le fantôme dans un rapport qui est effectivement un rapport d'amour, mais qui n'est pas forcément évidemment un rapport amoureux, mais éventuellement un rapport d'amour filial. Anatole existe probablement que pour ça. Pour dériver constamment la possibilité d'avoir une rivalité amoureuse entre Raoul et le fantôme vers quelque chose de plus acceptable. Surtout pas que les choses soient un peu ambiguës. Le film arrive à dépasser les contraintes évidentes dont on sent qu'il est fait. Il arrive je dirais pas ça. Si, moi je vois là un film qui se construit sur ses propres moyens, c'est-à-dire un luxe de décor, un luxe de couleurs, donc qui se bâtit sur la volonté de valoriser ça, la production value. Ah oui, là, voilà. on est vraiment dans la... Même si on retourne dans les décors du précédent, apparemment, mine de rien. Voilà, en tout cas on a une opulence qui construit son projet là-dessus et qui vise quand même un public féminin, très grand public. Mais je pense que ça n'empêche pas une forme d'ambiguïté d'exister. Tu vois, ça n'empêche pas cette légère ambiguïté d'exister. Le personnage de Christine, qui est plus tout à fait simplement loi blanche, ou l'ingénue, la seule ingénue qu'elle était dans le film de Juliane, elle n'existe pas, ce personnage en 25 qui n'existe pas. Là, elle n'existe pas plus dans le roman. Elle n'existe pas plus dans le roman, tout à fait, alors que là on se retrouve avec une starlette. Mais avec ce fantasme non plus de se donner ou à un homme, à son mari, ou à l'art, mais à la gloire. Enfin, vraiment, elle congédie ces deux prétendants au profit d'un bain de foule au milieu de tout à fait, exact. Au milieu de ses admirateurs, voilà, avec une satisfaction évidente. Le fantôme est bien vite oublié, voilà. C'est à la fin ce qui triomphe à la fin, c'est le personnage qui triomphe, c'est vraiment la seule qui arrive à faire quelque chose de tout ça, c'est Christine. Par rapport à ce qu'on disait du film précédent de Julian, on peut comparer le rôle de la foule, qui est de baigner Christine à la fin du film de Lubin, et d'assassiner le fantôme dans la version de 25. Par rapport à ce que tu dis dans la postérité, peut-être que c'est dans ce film de Lubin que des artistes que nous on aime et qui ont fait des versions soit du fantôme de l'opéra, soit de films fantastiques que nous on aime, ont le plus puisé. Ça me paraît évident que tout le cinéma de Tim Burton a été l'occasion pour lui de revisiter ce film-là de Lubin, ce fantôme de l'opéra. Cette scène très belle dans le film de Lubin plastiquement, où Reims est défiguré, puis cherche refuge dans la rue, traqué par la police, tire une grille sur le sol, se laisse tomber dans les égouts, puis dans l'eau pour atténuer la brûlure de l'acide qui lui ronge la chair et disparaît. C'est à la fois la chute du Joker de Axis Chemicals dans le premier Batman, c'est la naissance du pingouin. La qualité de ce film peut-être aussi, c'est de fournir une imagerie à prendre, quoi. C'est aussi l'intérêt de ces films très plastiques, très sucrés. C'est vrai du premier. C'est que quand quelqu'un qui a vraiment une vision revient chercher ça, ça prend vraiment une force que ça n'a pas forcément dans le film de Lubin. Non. Il y a un gars qui fait un buste dans le film. De mémoire, Anatole le baryton.
Il fait un buste de Christine. Oui, de mémoire. tout à fait. Oui, c'est vrai. Il est très fort quand même. Et l'autre se l'approprie. Et l'autre lui offre. C'est consternant quand même. Et bah c'est le comédien qui l'a sculpté. Ça, c'est intéressant ça. On mettra ça en bonus. C'est le bonus, du train fantôme. Les gens ils pourront briller en société avec ça. Le buste, c'est l'acteur qui l'a fait. Voilà ce que je voulais vous dire.
On se moquait un peu de Claude Reims tout à l'heure, parce que invisible, et puis bon. Mais apparemment, Claude Reims avait réclamé qu'il ait quand même un certain nombre de scènes pour que sa femme puisse le reconnaître, puisse prouver qu'il a joué dans le film, tu vois. On peut supposer que ça